Merci. Alors, donc, comme vous l'avez vu cet après-midi, on est passé plutôt sur le côté, je ne vais pas dire professionnel, mais en tout cas commercial de tout ça et l'impact dans le vécu des entreprises, après avoir expliqué où est-ce qu'on devait aller, quels étaient les principes, quelles était l'action des institutions. Et maintenant, on va rentrer dans une présentation par trois personnes qui réellement ont les mains sur la réforme, ceux qui sont en train d'implémenter ou qui ont déjà implémenté cette réforme dans leurs entreprises. Avec Nathalie Landré, qui est Group Data Protection Officer de Capgemini Service, François Bodinville, qui est secrétaire général de la direction de la conformité du groupe Crédit Agricole, et Jean-Pierre Mistral, directeur global Privacy à Gemalto, à Austin, Texas. Donc ce sont trois entreprises totalement différentes, mais qui ont cette caractéristique de s'être à la fois toutes les trois emparées de la réforme, d'une part, et d'autre part, d'avoir des personnalités qui sont responsables de cette évolution, et c'est justement ceux qui sont à cette tribune cet après-midi. Et je vais commencer par passer la parole à Madame Landré. Allô ? Ah, ça marche. Bonjour, merci Nicolas, merci à l'AFDIT de m'avoir convié pour partager l'expérience de Capgemini. Donc je voulais juste commencer par une petite session de vie ma vie en tant que groupe d'IPO de Capgemini par rapport au RGPD ou au GDPR, qui signifie en anglais donc General Data Protection Regulation. Je ne peux pas résister au plaisir de vous dire que quand on baigne dans le sujet depuis longtemps, GDPR, ça veut plutôt dire Getting Depressed Pretty Rapidly, hein, c'est ce qu'on voit circuler sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si mes collègues partagent la même opinion. Donc Capgemini présent dans 40 pays et quand on est groupe d'IPO, on est chargé donc de la conformité pour l'intégralité du groupe dans tous les pays, y compris donc les 28 pays de l'Union européenne. C'est assez complexe puisque comme il nous a été bien expliqué ce matin, ce n'est pas un vrai règlement, c'est plus non plus une directive. C'est donc, si on en croit nos interlocuteurs de ce matin, c'est une régletive. Hein, ça veut dire qu'il y a les règles posées par le règlement, donc environ 100 articles et 150 considérants, 56 renvois au droit national, une dizaine de recommandations attendues du G29, un certain nombre d'actes d'exécution de la Commission européenne qui vont aussi apparaître prochainement. Et puis toute la partie non européenne qu'il faut gérer. Donc, pour résumer, j'ai envie de vous dire que moi, je vois la fonction de groupe DPO comme, en fait, passer son temps à essayer de reconstituer un puzzle dont on n'a pas encore toutes les pièces. Donc, c'est assez compliqué. Cela étant, moi, je suis quelqu'un d'assez positif et d'assez enthousiaste. Donc, je vais vous parler avec beaucoup de joie de ce que fait Capgemini en la matière. Donc, pour vous présenter rapidement le groupe, c'est un groupe qui a été créé donc, en 1967 à Grenoble, présent dans 40 pays avec un chiffre d'affaires global de 12 milliards et demi, 200 000 salariés, dont la majeure partie se trouve en Inde. Au niveau des services qu'on délivre à nos clients, ça va du service de conseil, la conduite du changement, en passant par de l'infogérance, des services applicatifs et puis ce qu'on appelle maintenant le digital qui représente 30% de notre activité. Et ce qui est intéressant en fait, c'est que jusqu'à récemment, en fait, nos clients, c'était vraiment les services informatiques des entreprises. Et maintenant, avec justement la transformation digitale, nos clients, ce sont tous les services de l'entreprise. Donc ça peut être bien évidemment le service informatique, mais c'est aussi le service marketing, le service juridique, enfin toutes les fonctions de l'entreprise en fait qui se digitalisent. Donc on a des clients dans tous les secteurs d'activité, hein, que ce soit le secteur public, la grande distribution, la défense, les télécoms, etc. On a aussi des alliances stratégiques avec un certain nombre de fournisseurs de technologies. Et nous, en la matière, on est ce qu'on appelle agnostique, c'est-à-dire qu'on travaille avec tout le monde, hein, aussi bien les grands méchants américains dont on a bien parlé ce matin, et puis aussi des entreprises européennes et françaises. On a un modèle de production mondial qui est offshore, hein, donc on délivre un certain nombre de nos services depuis nos centres de delivery qui sont situés en dehors de l'Union européenne. On est principalement dans un business B2B
Et j'ai l'impression que pour le moment, on a beaucoup parlé de l'aspect B2C, mais il ne faut absolument pas oublier la partie B2B qui est ultra importante dans ce domaine. Et puis bien évidemment, on est, tout en étant responsable de traitement, puisque comme je vous l'ai indiqué, on a plus de 200 000 salariés, donc on traite beaucoup de données personnelles relativement à nos salariés. Notre principale qualification, j'ai envie de dire, c'est la qualification de sous-traitant, puisqu'on agit à ce titre pour nos clients. Et en fait, notre cœur de métier, en quelque sorte, c'est de gérer les données de nos clients. Donc, une fois que j'ai dressé ce tableau, vous pouvez imaginer qu'on a beaucoup de questions qui se posent au niveau de la protection des données personnelles et en particulier au niveau des transferts de données personnelles. Alors, je vais vous expliquer dans un instant comment on gère cette problématique, en particulier dans le cadre du règlement. Je voulais juste, avant cela, revenir sur en fait, le contexte plus général qui a amené Capgemini à mettre en place un grand programme, en parlant peut-être un peu plus de quelque chose dont on n'a pas beaucoup parlé jusqu'à présent, qui est la problématique de la sécurité. C'est-à-dire que protéger les données personnelles ne peut se faire qu'en protégeant les données, en appliquant des mesures de sécurité. Ça ne sert à rien de commencer à investir de l'argent dans un programme de protection des données personnelles en mettant en place des policies, des process, des procédures, si vous n'avez pas une bonne sécurité. Moi, je pense que c'est gaspiller son argent que de ne pas commencer par la sécurité. Et c'est comme ça, en fait, qu'on a pris le problème chez Capgemini, parce que, bien évidemment, on s'est rendu compte, et ça, je ne vais rien vous apprendre, hein, que d'une part, il y a 4 facteurs. Il y a d'abord toute l'innovation technologique et les nouveaux modèles, en fait, hein, qui nous font repenser l'approche par rapport à la donnée et la sécurité, donc les nouveaux modèles de communication, le cloud, les gens sont de plus en plus mobiles, l'Internet des objets, l'intelligence artificielle, etc. En parallèle, il y a toutes les menaces extérieures qui sont liées à la cybersécurité, au vol et aux pertes de données, à la cybercriminalité en général. Bien sûr, le troisième facteur, ce sont les évolutions réglementaires. Hein, donc au premier chef desquels le RGPD, mais il y a d'autres choses qui se profilent. Hein, donc on n'a pas parlé du règlement e-privacy, on n'a pas parlé de la directive Nice, mais tout ça aussi, il faut l'intégrer dans la réflexion en fonction de son secteur d'activité. Et puis, bien évidemment, ça on en a parlé aussi, on s'attend à une plus grande vigilance des individus et donc de nos clients qui peuvent être en relation directe avec les personnes concernées. Donc, une fois qu'on a dressé ce tableau, quelle a été notre réponse ? On s'est dit qu'on allait en faire en fait à la fois un programme de conformité, mais aussi une opportunité business. C'est-à-dire qu'on souhaite utiliser le GDPR comme un effet de levier pour donner confiance à nos clients, à nos salariés et à tous les acteurs de notre écosystème. Alors comment on a fait ça ? En 2014, on a établi un grand programme qui est un programme de cybersécurité, qui s'appelle Cyber Security and Information Protection. Et dans le cadre de ce programme, on y a inclus la protection des données personnelles. Et on est parti sur un postulat très simple, c'était qu'il fallait que les données puissent circuler de façon sécurisée et de façon fluide au sein de notre groupe. Donc sur la partie sécurité, on a mis en place 62 règles communes à l'intégralité des filiales, qu'elles soient situées en Europe ou en dehors de l'Europe, qu'elles ont toutes l'obligation de respecter, quelle que soit la filiale, quel que soit le business. Pourquoi ? Pour éviter en fait ce qu'on appelle la théorie du lien le plus faible. C'est-à-dire qu'en général, vous pouvez avoir un niveau de sécurité très élevé dans une filiale, il ne sera jamais aussi élevé que vous le croyez, il s'alignera automatiquement par rapport au niveau le plus faible, hein, puisque les systèmes informatiques, je vous rappelle, ne connaissent pas la notion de frontière. Hein. Donc là aussi, il faut garder ça à l'esprit, hein, réconcilier la partie informatique et la partie juridique, c'est partir de la base de ce postulat que le système informatique est étranger à la notion de frontière. Donc en fait, sur la base de ce socle commun de règles de sécurité, on a ensuite bâti notre programme de compliance interne sur la protection des données personnelles. Et on a fait ça en utilisant un outil qui s'appelle les BCR, donc en anglais les Binding Corporate Rules, en français les règles contraignantes d'entreprise. Donc je ne sais pas si vous êtes familier avec ce terme.
À la base, c'est un système qui permet en fait aux groupes d'entreprises de pouvoir transférer des données à l'intérieur de leur groupe en conformité avec la réglementation applicable qui, je vous le rappelle, par principe restreint les transferts internationaux de données, c'est-à-dire les transferts vers des pays situés à l'extérieur de l'Union européenne. Et donc, en fait, ces BCR visent à mettre en place au sein de l'intégralité des filiales d'un groupe un niveau de conformité qui va être homogène et équivalent dans toutes les filiales, qu'elles soient en Europe ou à l'extérieur de l'Europe. Et là, vous avez sûrement compris la logique qui est en fait identique à celle que l'on applique en matière de sécurité. Donc la première couche, c'est la sécurité. Et la deuxième couche, ce sont nos BCR qui nous permettent d'avoir ce programme homogène au sein de tout le groupe. Et on est en train, en fait, d'implémenter, de mettre en œuvre ces BCR. Donc c'est un programme assez lourd, et j'ai bien conscience que pour des petites entreprises, ça ne peut pas forcément être la solution à mettre en place parce que c'est un programme qui coûte assez cher. Mais en tout cas, ce qu'on est en train d'essayer de faire, c'est de mutualiser les efforts, c'est-à-dire que quand on met en œuvre nos BCR, qui nous oblige à mettre en place des politiques internes en matière de protection des données personnelles, qui nous oblige à former nos salariés, qui nous oblige à faire des audits, qui nous oblige à avoir des procédures permettant aux personnes d'exercer leurs droits. En même temps, on met les règles immédiatement au niveau qui est requis par le règlement. Donc en fait, c'est vraiment l'approche faire d'une pierre deux coups. Je voulais juste finir, parce que je suis consciente que mes collègues ont sûrement plein de choses intéressantes à dire, sur en fait la façon dont on voit quel peut être l'impact économique du règlement. Il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites aujourd'hui sur ce sujet, mais au final, moi je pense que ça se résume à trois principaux aspects. Donc l'impact économique, qui peut être à la fois, on va dire, négatif, mais il peut être aussi positif. Alors il y a tout d'abord l'impact relatif à la mise en conformité. Donc pour l'entreprise, effectivement, c'est un budget à mettre en place et à allouer à ce type de programme. Ce budget, il va dépendre bien évidemment de la taille de l'entreprise, du risque de l'entreprise et du business de l'entreprise. Il va dépendre aussi du niveau de maturité de l'entreprise. C'est-à-dire que vous allez avoir certaines entreprises qui vont partir de tellement bas, notamment au niveau de leur sécurité informatique, qu'elles vont devoir investir énormément pour se mettre au niveau des standards du marché. Dans certains secteurs, moi j'entends des chiffres faramineux qui peuvent aller jusqu'à plus de 100 millions d'euros pour de très très gros groupes qui sont dans des secteurs très réglementés. Donc c'est vraiment, c'est pas un impact négligeable. À la fois, de par ce règlement et cette obligation de mise en conformité, qu'est-ce qui va se passer ? En Europe, il va y avoir 28 000 postes de DPO qui vont être créés. Donc ça, c'est quand même, on peut dire, un impact business qui peut être quand même positif pour l'emploi. Il faut voir en fait le verre à moitié vide et puis le verre à moitié plein aussi. Le deuxième impact économique du GDPR, c'est que j'ai envie de dire, c'est un impact essentiel, c'est-à-dire que le GDPR, c'est une opportunité pour la création de nouveaux business models. Ces nouveaux business models qui sont, alors on pourrait en citer beaucoup, mais tout ce qui va arriver avec la voiture connectée, la maison connectée, l'intelligence artificielle, tout ce qui se passe, tous les produits qui sont créés autour de ce qu'on appelle la user experience, etc. Tous ces modèles ne vont pouvoir prospérer que s'ils sont soutenus par des règles robustes et notamment tout ce qu'on entend au niveau des principes du by design, du by default, des analyses d'impact pour donner confiance aux individus. Et puis, last but not least, j'ai envie de dire, le troisième aspect, c'est le business lié à la mise en conformité. Et voilà, je me permets de vous informer que Capgemini a une service line spécialisée dans l'accompagnement des entreprises à la mise en place du GDPR. Et il y a beaucoup de services qui se développent autour de ça, que ce soit des solutions logicielles, des outils, des opportunités aussi pour les cabinets d'avocats, de profiter en fait de ce règlement en tant qu'opportunité business. Voilà ce que j'avais à dire. Je ne sais pas si on passe aux questions ou si on...
On va entendre vos 3 interventions, je pense, et puis on verra après s'il y a des questions. Alors, messieurs, je n'arbitre pas. Lequel de vous deux prend la suite? Bon alors, Jean-Pierre, je mets la présentation tout de suite. Bonjour, Jean-Pierre Mistral, Gemalto, merci de m'avoir invité. Donc j'étais en charge depuis mi-2013 d'une mission sur la mise en place de la protection des données personnelles pour le groupe Gemalto. On a des clients dans 180 pays, on est localisé dans plus de 40 pays avec des équipes. Donc il fallait faire un choix pour être sûr. Pas encore. Bon, bref, Gemalto, je veux juste vous dire un truc. Gemalto, je ne sais pas si vous connaissez, au CER, l'avantage que j'avais, c'est qu'on offre des services de sécurité digitale. Donc je partais d'un avantage puisque j'avais déjà toutes les équipes qui travaillaient sur la sécurité, tous nos produits appliquaient la sécurité by design déjà. Donc Gemalto, comme je disais, et c'est lequel qu'il faut appuyer? Non, c'est pas le bon déjà. C'est pas le bon. Ah, c'est bon. Voilà, donc vous voyez Gemalto. Donc, quand j'ai pris ce poste, je me suis déplacé aux États-Unis pour certaines raisons que je ne vais pas détailler. Et oui, merci. Et donc, l'idée, ça a été, je me concentrais sur B2B. Okay, je ne vais pas parler de la relation avec les salariés. Je l'ai fait aussi, mais je ne vais pas vous en parler. Je vais vous montrer ce qui a été mis en place chez Gemalto. Donc, l'idée, c'était de partir de la naissance d'un produit ou d'une solution ou d'un service Gemalto. Qui va décider de ça? Donc vous avez des personnes qui s'appellent des product managers qui réfléchissent à ça. Et là, on leur a mis un process en place, tout ça basé sur le GDPR. Donc tout a été basé sur le GDPR, puisqu'en étant présent dans énormément de pays, il fallait trouver quelles vont être les best practices de Gemalto. Donc en se mettant sur le GDPR, qui est le niveau le plus haut actuellement dans le monde, où vraiment, on était sûr d'attraper les autres pays. Donc si avec, car même en laissant la possibilité au département juridique de certains pays de faire des petites modifications à la marge, mais à ce niveau-là, on est considéré que Gemalto est devenu compliant. Donc on est parti, voilà, on est parti de la naissance du produit, donc identification du produit. Qu'est-ce que, voilà, c'est paumé, ah non. Est-ce que le produit gère des données? Désolé, c'est écrit en anglais parce que j'ai fait la présentation pour les Australiens l'autre fois, donc je n'avais pas envie de la changer. Donc, est-ce que les données gèrent est-ce que le produit gère des données? Est-ce que ces données sont des données personnelles? Donc, sachant que Gemalto, nous, les données qu'on a, c'est des identifiants. On ne va pas trouver le nom et le prénom d'une personne, très rarement. On va trouver un numéro de téléphone, on va trouver un numéro de carte SIM, on va trouver un numéro de carte bancaire, on va trouver un compte bancaire, on a accès à ça aussi. Donc, est-ce que ça, c'est une donnée personnelle? Et après, j'ai identifié un groupe de travail. Groupe de travail qui a compris des ingénieurs, des équipes sécurité et bien sûr quelques juristes, mais c'est surtout un gros travail avec les ingénieurs et les équipes sécurité. Oh, ça va passer. Ouais, parce que je ne sais pas quel bouton il marche. Donc bref, je suis parti du product manager, celui qui crée le produit, qui pense au produit, et déjà on lui a dit de penser, est-ce que le produit va traiter des données personnelles? Et il faut que les données qu'on va traiter, il faut appliquer le privacy design, c'est-à-dire la data minimisation, que la donnée qui est traitée, c'est uniquement de quoi on a besoin. Donc si vous développez une application pour un téléphone et l'application est supposée faire de la géolocalisation, vous n'avez aucune raison d'entrer dans le téléphone pour aller chercher l'adresse des contacts, les photos, etc. Donc data privacy by design, c'est data minimisation. Non mais c'est le bon, c'est le second, c'était celui-là. Voilà. Ensuite, à partir de là, eux ils ont réfléchi au produit, à quoi il doit ressembler, on va dans les équipes R&D. Donc les équipes R&D, pareil, on a mis en place ce qui s'appelait le Personal Data Protection Policy. À l'intérieur, parce qu'il a fallu travailler avec les ingénieurs pour expliquer ce que c'est le Privacy by Design, donc il y a 4 questions auxquelles il faut qu'ils répondent. Ensuite, on leur dit qu'ils prévoient aussi le droit des individus, les droits des individus, le droit d'accès, le droit de modification. Est-ce que dans ce cas-là, le produit, on va avoir des demandes de ce style? Donc, est-ce qu'il faut automatiser?
Donc on s'est posé la question, et effectivement, dans certains cas, on va automatiser, donc tout ça, ça coûte de l'argent, bien sûr. Et ensuite, on a les évidences, puisqu'il faut prouver tout ce qu'on a fait. Donc on a une table d'évidence. Chaque fois que les ingénieurs développent un produit, ils ont une table à remplir, avec les évidences à indiquer qui l'a fait. Et on a un repository de tout ça, qui montre comment ça a été fait, qui l'a fait. Donc si la CNIL ou on a un audit d'un client, on est capable de montrer ce qu'on a fait au niveau du développement du produit. Alors, on a développé, ce qui est intéressant, vous voyez, Personal Data Classification Policy. Donc, on a développé une classification par le type de données que Gemalto traite. Et on a toute une liste de données qu'on voit, qu'on traite. On a défini le niveau haut, medium ou bas. Et ensuite, chaque fois qu'il y a un niveau qui est défini, au niveau haut, il va y avoir un chiffrage le plus important. Chiffrage à l'intérieur de déjà, le tuyau va être chiffré, on va utiliser HTTPS, FTTPS ou FTPS, pardon. Et à l'intérieur du tuyau, on va chiffrer aussi. Et on va chiffrer aussi au niveau de la base de l'applicatif, de la base de données. Bien sûr, si c'est uniquement des données, si pas, les données de bancaires sont à ce niveau. Si c'est des données beaucoup moins importantes, par exemple, si c'est juste une adresse email, on ne va pas chiffrer l'applicatif, puisque ça coûte cher et ça prend du temps. Okay. Et on a développé aussi une policy sur la data rétention, combien de temps on garde les données. Donc ça, c'est toute une policy qui a été définie. C'est celui d'en haut. C'est celui d'en haut. Ensuite, toujours la vie du produit, une fois qu'il est développé, on vend dans les équipes de vente. Donc les équipes de vente, quand ils développent une offre commerciale, ils ont à écrire les data il faut qu'ils indiquent ce que j'appelle les data processing terms. Donc, si vous allez sur le site public gemalto.com, vous descendez en bas à gauche, il y a un tab data privacy, vous tapez, vous avez tous les documents qui existent. Donc on a sur les offres qu'on fait, donc vous avez un document qui s'appelle data processing terms sur le cloud, puisqu'on utilise le service cloud, data processing terms sur le support, quand on fait le support. À l'intérieur de data processing terms, vous allez retrouver une explication de ce qu'on fait, de quelle façon on a appliqué le GDPR, ce qu'on appelle à l'intérieur de Gemalto notre pratique sur la protection des données personnelles. Il y a 3 annexes. L'annexe numéro 1, ça définit le niveau de sécurité. C'est une vue d'hélicoptère, c'est besoin de plus, il faut parler à un expert. Et ça, on l'utilise pour nous protéger au niveau responsabilité. Ensuite, il y avait une annexe transparence, où on explique le type de données qu'on traite, pourquoi on les traite, la durée de rétention de la donnée, où sont localisés les data centers qui le traitent, et il y a le Cyber Security Excellence qui est indiqué, où on dit au client, voilà les recommandations sécuritaires qu'il faut vous appliquer. Si le client dit, je m'en fous, il y a une exception, vous le remplissez, ça fait partie du contrat, et si ça se passe mal un jour, venez pas vous plaindre parce que tu m'as dit que tu t'en foutais. Et le troisième point, c'est le schedule 3, c'est sur le support, puisqu'on a des équipes support localisées en Inde, à Dubaï, etc., où on justifie que Gemalto, à ce moment-là, agit en tant que responsable de traitement et non pas en tant que sous-traitant. Donc ça, je ne vais pas détailler plus que ça, parce que pour entrer... Ensuite, si vous allez sur le site, on va publier les 13 aujourd'hui, je ne sais pas si c'est publié aujourd'hui, mais en tous les cas, il va y avoir les 13 engagements de Gemalto. Donc, ces 13 engagements de Gemalto qui s'engagent auprès de nos clients de quelle façon on traite les données personnelles, ce qui facilite la vie de nos équipes vente. Ensuite, on va dans les équipes delivery, ceux qui vont livrer le produit ou la solution. Donc, eux aussi, ils ont des process à respecter sur la protection des individus. Si un individu vient demander un droit d'accès, il ne demande pas à nous directement, mais à notre client. Et là, ils ont tout un process à respecter. C'est un step by step qu'il faut qu'ils respectent. Et aussi la data rétention qui doit être respectée au niveau du contrat. Donc, qu'est-ce qu'il faut, si le client demande, on a prévu dans les contrats 3 mois, 6 mois maintenant, avant la fin du contrat, on envoie un rappel au client en disant le contrat arrive à sa fin, on a vos données, vous avez 2 choix. Ou on les élimine, ou on les renvoie. Si c'est possible de les renvoyer. Si ça n'a pas été possible, on vous l'a dit dans le contrat dès le départ que ce n'est pas possible de les renvoyer, on peut uniquement les détruire. Donc, et c'est au choix du client de nous dire ce qu'on doit faire. Ensuite, il y a le département juridique. Le département juridique, j'ai rédigé un document qui est un step by step, où il faut qu'ils leur expliquent la technologie, ce qu'il faut qu'ils fassent quand ils ont un contrat en phase 2, si on peut... où ils arrivent à mettre dans le contrat les data processing terms de Gemalto, ou alors ils utilisent ces data processing terms pour négocier les clauses qui ont déjà été écrites par le client.
Il faut qu'ils complètent la Data Processing Form, qui est en fait la clause de le demande de transparence. Et on a prévu le Privacy Impact Assessment PI qui est prévu en fait au niveau du data controller. Là, il est prévu, nous on aide le data, quand le responsable de traitement demande de l'aider, on l'aide là-dessus. Mais au niveau de Gemalto, pour éviter que vous ayez un vendeur qui se dise à la fin du quarter, de la fin du trimestre, je ne peux pas y demander, je ne vais pas insister sur le contrat, je vais dire au juriste que le contrat est accepté, on n'a qu'à signer. Donc, on connaît tout ça. Ici, c'est une décision collective. Ils sont obligés de passer par un Privacy Impact Assessment qui va impliquer les équipes sécurité, le juridique, même la communication. Et chacun va donner le niveau de risque, l'évaluer le risque. Et à la sortie, c'est signé, c'est présenté à l'exécutif VP. Et c'est lui qui va décider si on signe le contrat ou pas. Il va voir les risques. Le plus souvent, il sera signé le contrat. Ensuite, on passe aux équipes support. Comme je vous ai dit, les équipes support sont localisées dans plusieurs pays. Donc là, on a pris une approche de Gemalto agit en tant que responsable de traitement. Ce qui nous avantage, puisque auprès de nos clients, on dit que c'est nous qui avons déterminé les moyens et le but des données qu'on a retenues pour pouvoir faire les supports. Ici, on se retrouve surtout au niveau, non pas de la database, mais on se retrouve au niveau de ce qu'on appelle les métadatas. Donc, qui vous permettent de faire une identification du problème. Qu'est-ce qui s'est passé de telle heure à telle heure, quelles données ont été bloquées, et à partir de là, c'est comme une enquête judiciaire, à partir de là, ça vous permet de trouver une solution. Bien sûr, avant d'arriver à ça, il y a les équipes sécurité. Donc les équipes sécurité, je ne vais pas parler de data mapping, mais pour savoir, ça a été fait, où se trouvent les données. C'est surtout important pour nous, c'était savoir les bases de données, comment elles sont protégées, donc parce que vous avez la possibilité, alors dans cette double authentification pour pouvoir rentrer sur nos bases de données, est-ce qu'on va chiffrer au niveau de la base, on va chiffrer à côté de la base, donc tout ça, ça faisait partie du data mapping, ça a été fait aussi, et on arrive après à la situation catastrophique où on est en face d'une perte de données, donc on a un CIR, un Computer Security Response Team qui est 24 heures sur 24. S'il se passe quelque chose, ils sont appelés. Ils sont basés dans plusieurs pays, donc pour que ça soit, comme on dit aux États-Unis, follow the sun. Donc eux, ils interviennent parce que des incidents, il y en a toujours. Et est-ce que l'incident devient une perte de données? C'est eux qu'on va le définir, ils vont le définir. Ensuite, s'il y a perte de données, on a rédigé ce que vous voyez écrit en Data Breach Playbook, c'est pour le département juridique et l'équipe catastrophe qui intervient, ce qu'il faut qu'ils fassent. Donc, regardez les contrats, etc., etc. On a identifié, parce qu'on est dans plusieurs pays, il y a un cabinet d'avocats international qui nous supporte dans tous les pays du monde. À l'exception des États-Unis, on a un cabinet juridique spécifique. Donc, eux, ils sont aussi en appel 24 heures sur 24. On a plusieurs numéros de téléphone, et si on les appelle, c'est que c'est vraiment une situation difficile. Donc, est-ce que, si on prend l'exemple des États-Unis, est-ce qu'il faut avertir la FBI? Est-ce qu'il faut, puisqu'aux États-Unis, après, il y a 50 États avec 50 lois différentes pour le data breach, est-ce qu'il faut informer les autorités? Est-ce qu'il faut informer les individus? En informant le client, bien sûr, tout d'abord. Et ensuite, pour l'audit, s'il y a un standard audit, on a une table d'évidence. Tout ce qui est fait est reporté sur la table générale. On a un système intranet où tout ce qui est fait est indiqué par les équipes, aussi bien R&D, support, etc. Donc, s'ils font un changement par produit, on sait exactement ce qui s'est passé dans le nom de la personne. On a les références en hyperlink. Donc, si une autorité de contrôle nous voit, on peut remonter pour chaque produit. On sait exactement les données qu'on traite, comment elles ont été traitées et où elles sont localisées. Voilà, ça c'est le second. Et après, le parapluie général, donc ça c'est beaucoup plus long. Il y a un code of conduct qu'on a fait pour toutes les équipes aussi, qui va être publié la semaine prochaine. Un cours de formation qui sera déployé à partir de 2018, il est écrit, il sera déployé à partir de 2018. Un contrôle interne, on va commencer à partir de décembre, le mois prochain, on va commencer avec le contrôle interne pour savoir où sont les équipes. Le retour du questionnaire, c'est en février, on fait une évaluation et on va pouvoir déterminer jusqu'à mai s'il faut des améliorations. Le data control va se reporter aussi en 2019 et 2020, puis après on redécidera ce que vous faites. Ça vous intéresse, pour les fournisseurs,
j'ai établi une liste de 40 questions basées sur le GDPR et c'est noté entre 0 et 20. Si vous n'atteignez pas 10, on ne travaille pas avec vous. Et si ça peut être un supérieur qu'on avait avant, on ne travaille plus avec lui, on arrête le contrat. Et 10, ça veut dire qu'ils ont déjà appliqué le GDPR. 20, ça veut dire qu'ils appliquent le GDPR, ils ont appliqué des contrôles. Donc, jusqu'à maintenant, j'ai eu un 20, c'est Oracle. Donc, si Oracle est présent, ça peut leur faire plaisir. Donc, vous pouvez aller sur le site web de Gemalto, vous verrez en bas, à gauche, sur Data Privacy, vous avez plein de documents, quand vous cliquez. J'ai créé Data Privacy Champion. Dans chaque équipe juridique dans le monde, il y a un champion de la Data Privacy, un juriste, qui prend ce rôle pour faire passer tous les messages et surveiller l'évolution de la loi sur place. Il y a une évolution générale, ça c'est moi qui l'a fait toujours. J'utilise Data Guidance, je ne sais pas si vous connaissez ce site, bon, c'est quand même 5 000 € par an, mais ils ont toutes les lois du monde sur la protection des données personnelles avec des documents juridiques qui sont très très bien faits. Les Data Privacy Owners, par fonction, vous avez des Data Privacy Owners aussi, donc la plupart du temps c'est des ingénieurs, ils reçoivent les messages de la part de Data Privacy Champion et ceux qui sont tenus de côté la base de données où il y a toute l'évidence et le CRM possible, ça, voilà. Voilà le point de Gemalto. Bon, je prends les slides de présentation du coup. Ce qui va me permettre de me présenter. Donc, merci d'abord à l'AFDIT et aux organisateurs pour cette invitation et puis pour la qualité de toutes les interventions qu'on a eues jusqu'à présent. De mon côté, alors je suis pas DPO. En revanche, pour le groupe Crédit Agricole, au niveau du groupe Crédit Agricole, eh bien, je suis sûr que vous connaissez tous le groupe, mais je vais quand même vous dire 2-3 mots sur ce qu'on est, ce qu'on fait, et puis ce que ça représente du coup en termes de complexité de mise en œuvre, ce règlement européen sur la protection des données personnelles. Je suis en charge au sein des équipes de la direction de la conformité de piloter un certain nombre de projets transverses, parmi lesquels le projet GDPR. J'ai pris mes fonctions il y a 1 an et je vous confirme qu'on a énormément de sujets réglementaires dans les établissements bancaires. C'est peut-être pour ça qu'on était très bon dans les classements qui nous ont été présentés. On est habitué à traiter des projets réglementaires. Le projet GDPR, il était lancé avant que j'arrive. C'est le premier sujet dont j'ai entendu parler en prenant mes fonctions il y a 1 an maintenant. Et pourquoi est-ce que c'est le premier sujet dont j'ai entendu parler ? Je pense d'abord parce que fondamentalement, ça a été évoqué ce matin, on est dans un sujet de changement de société. Et donc ce règlement, il vient matérialiser une évolution de nos clients, de nos salariés. Et donc il faut être capable d'accompagner et puis de mettre en œuvre cette évolution au sein de l'ensemble de nos activités. Donc c'est d'abord ça. Alors j'ai évidemment une casquette conformité, donc je vais vous parler de réglementation, mais si on ne parle que de réglementation, on passe à côté du sujet. C'est un projet de conformité, c'est d'abord un projet qui est au cœur de nos relations avec nos clients, et donc je vais vous montrer à quel point le chemin qu'on a parcouru et qu'on continue à parcourir est transverse. Donc ça a été formidable pour moi, parce que en arrivant dans l'organisation assez rapidement, ça m'a permis d'aller discuter avec tous mes collègues d'à peu près toutes les directions du groupe dans les entités et puis au niveau de Crédit Agricole SA. La deuxième question que je veux partager avec vous, c'est qu'il faut faire preuve de beaucoup d'humilité dans notre capacité à dire qu'on est conforme par rapport à cette réglementation. D'abord parce que c'est un peu une réglementation sur cible mouvante pour le moment. On l'a vu ce matin, on n'a pas encore tous les textes. Et puis pour les établissements financiers en particulier, dans les novations, le sujet du droit à la portabilité, suivant ce qu'on mettra dans les données portables, on ne parle pas du tout du même projet. Et donc ça fait partie des sujets sur lesquels on est encore sur cible mouvante, sur lesquels on avance. Et j'espère que les positions des établissements financiers seront entendues par les différentes autorités de contrôle, le législateur et puis les autorités de contrôle. Du coup, je vais démarrer la présentation.
Donc, je commence par vous présenter un peu le groupe Crédit Agricole. Alors, je suis sûr que vous connaissez tous le Crédit Agricole. Ce que je veux vous faire passer autour de ces quelques slides, je vais être assez rapide, c'est d'abord nos valeurs. On est une banque, donc on a un tiers de confiance. Donc, quand on parle de protection des données personnelles, notre métier, d'ailleurs on a émis une charte de protection des données personnelles qu'on a publiée en fin d'année dernière, notre métier, ce n'est pas de vendre les données de nos clients. Notre métier, c'est de protéger les données que nos clients nous ont confiées et de les utiliser pour leur proposer les meilleurs services. Et donc ça, c'est au cœur de nos valeurs et c'est pour ça que cette présentation, elle commence par rappeler les fondements coopératifs et mutualistes du groupe Crédit Agricole, parce que c'est d'abord un sujet de valeur autour de cette protection des données. Quelques chiffres après pour dire à quel point on est présent à la fois en tant qu'établissement bancaire, mais aussi sur l'ensemble de nos métiers spécialisés. Donc, je vais revenir directement là-dessus. Dans notre jargon, on dit que le groupe Crédit Agricole est ce qu'on appelle une banque universelle de proximité. Banque universelle de proximité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous prenez le petit site, je ne sais pas si vous arrivez à lire partout dans la salle, dans nos métiers, on a un premier métier qui est notre métier cœur, qui est le métier de banque de détail. Donc là, on est vraiment dans du B2C, où on est avec des clients, personnes physiques, personnes morales, et on leur propose des services bancaires classiques. À côté de cette organisation, ou au-delà de cette organisation, l'enjeu du groupe Crédit Agricole, c'est de porter le message « toute une banque pour vous », et donc de considérer qu'au-delà des services bancaires classiques, on offre à l'ensemble de notre clientèle des services et des métiers spécialisés qui permettent de répondre à l'ensemble des univers de besoins. Alors c'est important par rapport au sujet GDPR et à sa complexité de mise en œuvre chez nous, parce que vous imaginez bien que suivant les métiers dont on parle à l'intérieur du Crédit Agricole, le sujet et l'enjeu n'est pas du tout le même. Si on met en place un sujet de protection des données personnelles sur des activités d'assurance où nos clients nous confient énormément de données qui sont liées à leur santé, par exemple, pour permettre de leur proposer des contrats d'assurance qui leur conviennent, on est amené à traiter beaucoup de données personnelles. La bonne nouvelle, c'est qu'il y avait un état de lieu réglementaire de départ qui était déjà très présent et que le GDPR vient essentiellement compléter. Si on est sur des activités de banque, de financement et d'investissement, le sujet GDPR, il est important, il nécessite un certain nombre de travaux. Mais évidemment, on n'a pas la même relation à la protection des données d'un client grand corporate et à la protection des données d'une personne physique. Donc là, on va orienter le programme de manière un tout petit peu différente sur l'ensemble de notre périmètre. Deux chiffres pour illustrer aussi la complexité de mise en œuvre chez nous. Le Crédit Agricole, ce n'est pas un groupe français, c'est un groupe international. Et donc, on est en train de parler en termes de mise en œuvre, d'un enjeu de mise en œuvre sur une cinquantaine de pays sur lequel le groupe est présent à travers de ses différents métiers. Et on est en train de parler aussi des 138 000 collaborateurs à qui il faut qu'on garantisse partout où la loi s'applique le niveau de sécurité qui est lié à ce règlement européen de protection des données personnelles. Alors ça, je vais passer vite, c'est de l'illustration. Alors, les grands enjeux pour nous, qu'est-ce que c'est? Alors là, c'est présenté par ordre alphabétique. Donc, par ordre alphabétique, le premier sujet, c'est A comme amende. Alors, on l'a dit ce matin, il y a évidemment, et ça fait partie des facteurs de mobilisation des différentes entreprises, il y a la peur du gendarme, le fait qu'on peut, si on ne respecte pas cette réglementation, être soumis à des amendes. Et les établissements financiers ont payé pour voir, ce n'est pas de la théorie, on peut effectivement être sanctionné par des amendes. Ceci étant, c'est ce que je vous précisais dans mes propos introductifs, si on met en place GDPR parce qu'on a peur de prendre une amende, on est complètement à côté du sujet. Et donc notre enjeu, qui est d'abord un enjeu client, qui est d'abord un enjeu de relation avec l'ensemble de nos salariés, convaincre du fait que ce règlement européen, il est utile, permet de positionner nos établissements financiers comme un peu de confiance vis-à-vis de l'ensemble des parties prenantes avec lesquelles on est amené à travailler. Alors du coup, ma vue est intense. Je ne vais pas tous les présenter, mais je vais en faire quelques-uns. À côté des évolutions, alors pour l'essentiel, en fait, par rapport à nos activités, le règlement européen sur la protection des données personnelles, il va plutôt les confirmer, amplifier ou préciser un certain nombre de sujets qui sont existants. On l'a dit ce matin, parce que de mon point de vue, deux sujets qui changent de manière la plus profonde
rapport à ce règlement, c'est un principe d'accountability. On renverse la charge de la preuve. On n'est plus dans une logique de déclaration de traitement auprès d'une autorité de contrôle. On est dans une logique de démonstration de qualité de notre dispositif et de notre capacité à protéger l'ensemble des données qui nous sont confiées. Donc ça, c'est le point essentiel, et on a des déclinaisons de ce principe autour de la mise en place du DPO, ça c'est de la gouvernance, autour du privacy by design, autour du privacy by default, autour des PIA, pour jargonner par rapport au sujet GDPR. Mais donc ça c'est le premier sujet, c'est la partie accountability, qui pour nous est très importante et en même temps sur laquelle il faut qu'on soit extrêmement vigilant, parce que pour rebondir sur la présentation qui nous était faite tout à l'heure, il faut qu'on évite aussi l'effet Sarbanes-Oxley, où on se retrouverait à mettre en place un cadre formel et presque exclusivement formel, qui serait très lourd, coûteux, mais qui, in fine, ne permettrait pas sur le fond de répondre à la réalité de cette réglementation. Le deuxième sujet sur lequel on a un vrai changement, je l'ai déjà évoqué, c'est le sujet de la portabilité, puisque ça, pour le coup, vis-à-vis du client, c'est un droit qui est nouveau et qui peut changer un certain nombre de frontières, de pratiques, et qui est un peu plus compliqué à mettre en place que les autres. Donc, les principaux enjeux réglementaires, ils sont synthétisés ou résumés ici. Donc ça va reprendre un certain nombre des choses qui ont été dites au cours des différentes interventions et qui ont été dites à l'instant par mes collègues. On a un premier sujet, alors ça peut paraître administratif, mais ça ne l'est pas du tout. Donc le GDPR, effectivement, ça crée des nouveaux emplois, ça crée des fonctions, et notamment la fonction de DPO. Et une des difficultés qui n'est pas si évidente que ça à résoudre, c'est comment est-ce qu'on sélectionne ce DPO? C'est quoi ce mouton à 5 pattes qui est capable à la fois de maîtriser l'ensemble du cadre réglementaire, donc avec un bon bagage juridique, qui est capable de comprendre les enjeux de sécurité des systèmes d'information. Et puis, troisième qualité, il faut attendre du DPO. On attend aussi du DPO qui soit en capacité de connaître suffisamment finement son organisation et d'aller parler au plus haut niveau du management de l'entreprise pour faire bouger les lignes, pour améliorer les process si besoin, et pour remonter des alertes quand on est amené à en monter. Donc ça nécessite des qualités qui sont à la fois techniques, de communication, et c'est un des premiers sujets complexes en réalité de mise en œuvre pour un groupe comme le nôtre, qui est de réussir à positionner les DPO. Quand on raisonne à un niveau groupe, comme le Crédit Agricole, il faut aussi se poser naturellement la question de cette animation de la filière des DPO. C'est un sujet groupe, c'est un sujet d'identité, et il faut faire vivre cette nouvelle fonction aux organisations. Après beaucoup de travaux autour des inventaires de traitement, alors on en avait des inventaires de traitement, et puis on faisait des déclarations auprès de la CNIL. Le fait est que quand on se repose la question au titre de l'accountability de l'organisation de notre dispositif, il faut aussi se reposer la question du recensement des traitements de données à caractère personnel, de leur inventaire. Et c'est facile à dire évidemment, mais c'est très compliqué à mettre en place de manière très opérationnelle sur l'échelle d'un groupe, puisqu'il faut éviter que d'une entité à une autre, on ait des vues qui soient divergentes sur la façon dont on a équilibré ou le niveau de granularité qu'on a retenu pour ces traitements. Et donc c'est pour ça, en termes d'organisation, j'y reviendrai, qu'on a choisi un pilotage à 2 niveaux. Sur les éléments suivants sur lesquels je peux revenir, peut-être un troisième sujet qu'on a un peu moins mentionné, ou à l'instant principalement, impact sur la sous-traitance. C'est évidemment ce qui est considérable. Pour un groupe comme le nôtre, on a plusieurs milliers de contrats de sous-traitance. Et donc, un des sujets du programme GDPR, heureusement engagé, c'est d'aller regarder sur l'ensemble des contrats de sous-traitance, qui soient internes à l'intérieur du groupe Crédit Agricole ou externes avec des tiers, il faut reposer la question de la présence ou pas de données à caractère personnel dans les traitements qui sont confiés à un tiers, de la façon dont on a précisément limité ces données à caractère personnel dans le contrat, et de la façon dont on organise le contrôle et la validation de prestataires. Et puis ça a été signé.
la mise en place d'un certain nombre de contrôles sur pièce, voire sur place, auprès de ces prestataires. Donc il y a un gros enjeu pour nous de sélection, et ça je pense que ce sera un enjeu pour l'ensemble de la place, au-delà de ce qui concerne le groupe Crédit Agricole. Il y a un enjeu de sélection des prestataires avec lesquels on pourra être à travailler dans le futur au regard de ces nouvelles normes GDPR. Donc ce n'est pas un bouleversement, ce sont des questions qu'on se posait déjà beaucoup, mais nous obliger à ajouter une couche supplémentaire dans la gestion de ce sujet, la sous-traitance vis-à-vis de l'ensemble des partenaires avec lesquels on travaille. Au-delà du sujet réglementaire, on l'a dit, le sujet GDPR, c'est d'abord un sujet client. Donc je pense qu'il y a deux choses qui sont importantes dans ce slide. Il y a une première chose qui est le visuel, indépendamment de ce qui est écrit. Notre objectif pour nous, c'est de créer un cercle vertueux autour du sujet GDPR. Et donc, si on veut créer un cercle vertueux, ça ne peut pas être un sujet purement réglementaire. L'idée, c'est qu'à travers l'ensemble des actions qu'on a dans le cadre de ce projet GDPR, on contribue à sécuriser l'ensemble du processus, jusqu'à y compris à nous permettre, c'est la dernière présence autour de ça, jusqu'à y compris à nous permettre de développer des nouveaux services dans le respect des engagements et des autorisations qui nous ont été données par nos clients ou par nos salariés, le cas échéant, pour leur présenter des produits qui correspondent vraiment à leurs besoins. Ça a des impacts très pratiques. On peut imaginer, par exemple, là, il faut qu'on soit capable de démontrer la robustesse de notre dispositif. Un client qui est en banque de détail, à qui on propose également un contrat d'assurance, et on arrive statistiquement, on pourrait arriver statistiquement à démontrer qu'un client qui est vertueux dans son comportement quotidien vis-à-vis de son banquier, on peut penser qu'il va également être vertueux dans son comportement quotidien vis-à-vis de son assureur. Et donc des questions qui pourraient être posées, mais ça, il faut qu'on construise un dispositif qui nous permette de le tester dans les besoins des clients, que si on organise bien le dispositif, on peut s'appuyer sur l'intégralité de la relation avec nos clients pour leur proposer des services qui soient adaptés à leurs besoins et pour leur proposer aussi des tarifs qui soient plus adaptés à la réalité des risques qu'on prend vis-à-vis d'eux. Seulement, si on veut faire ça, si on veut aller dans ces nouveaux services, dans ces nouvelles propositions de valeur, le règlement GDPR, il y a un avantage qui est qu'il va nous permettre de faire ça avec une relation de confiance dans la durée vis-à-vis de nos clients, parce qu'on sera posé toutes les questions, on aura posé les sujets, on se sera organisé pour être fidèle à notre promesse vis-à-vis des clients. Dans un premier temps, on veut dire qu'il faut qu'on pose l'ensemble des sujets, qu'on fasse une analyse et qu'on fasse toutes les mesures de sécurité qui vont nous permettre d'avancer. Deux éléments complémentaires ou quelques éléments complémentaires sur la façon dont on s'est organisé. Alors l'étude précédente le montrait bien, les banques sont saisies du sujet. Je pense que le Crédit Agricole ne fait pas exception. L'intervention qu'on a eue tout à l'heure montrait aussi que, donc ça c'est très organisation, organigramme, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Je pense que c'est fondamentalement un sujet de culture, et la culture elle vient d'en haut. Et donc l'objectif, on veut considérer que ce projet est un projet qui a vocation à se déployer dans toute l'entreprise, c'est que l'impulsion soit donnée à un niveau de direction générale, et donc c'est un projet qui est piloté, suivi au plus haut par la direction générale du groupe agricole et en général des entités. Deuxième élément qui est très important par rapport à ce sujet, c'est peut-être ça qui va nous prémunir d'un Serban-Oxley, on verra. Deuxième élément qui est extrêmement important, je pense que le chemin est presque aussi important que la destination ou que le point d'arrivée. Et donc si on veut réussir ce sujet DPR, il y a une condition, c'est comme ça qu'on a pensé et mis en place ce projet, qui est une condition de transversalité. Donc un projet en termes de transversalité qui est piloté par le groupe, parce qu'on a besoin en centrale de définir le commune, ça a été bien dit, parce que dans de 100 000 salariés, il faut évidemment qu'on ait des langages communs et des façons communes de travailler, et puis parce que accessoirement, ça évite de réinventer la roue au niveau de chacune des entités. Mais il faut aussi que le projet pris en compte, adossé à chaque métier, à chaque entité, pour que opérationnellement, ce soit au niveau responsable de très au plus près de ce qu'on fait des clients, que se trouve la responsabilité et qu'on mette en place sur le fait, donc dans l'esprit, ce règlement DPR. Ce sont des travaux qui associent aussi
l'ensemble des fonctions du groupe. La conformité que je vous présente aujourd'hui, on a le redoutable privilège de piloter le déploiement de ce projet pour le groupe. Mais si on fait ça seul, on n'y arrivera pas. Et donc, on est main dans la main avec des effectifs dédiés, avec notre direction des affaires juridiques qui s'appuie les séances sur des conseils. Passer de septembre à cette réglementation applicable. Les sécurités informatiques, évidemment. Vous posez la question tout à l'heure de quand que vous avez démarré un projet GDPR. Sur le label GDPR, ça a dû commencer quelque part entre 2015 et début 2016. En réalité, ce qu'on fait qui est à côté du strict programme GDPR, ça correspond à GDPR. Tous les travaux qu'on a mis en place depuis plusieurs années au sein du groupe de la sécurité des systèmes d'information, parce que je partage tout à fait ce qui a été point clé dans la mise en œuvre de ce règlement, tout ça c'est intérieur à GDPR, ça vient être complété par GDPR, et donc toutes les interactions qu'on a avec nos collègues informatiques, elles sont absolument essentielles. Les cités en quatrième, en réalité, ils sont presque premiers. C'est un sujet clé parce que c'est la promesse qu'on fait à nos clients, la façon dont on va gérer les relations, puis ça doit avoir des impacts sur tout le processus de distribution de nos produits, tout le processus de développement de nos produits. On n'y arrive pas si on est embarqué avec nous la direction commerciale, les équipes marketing, endosser dans l'ensemble de nos projets cette nouvelle réglementation. Et enfin, je ne vais pas tout citer, mais c'est un sujet qui concerne nos salariés, donc la direction des ressources humaines est très à manœuvre sur ce sujet-là, qui concerne l'ensemble de nos fournisseurs, donc on travaille avec l'achat, c'est notre culture, donc la communication est très présente aussi, a également été évoqué, donc c'est clairement un sujet très transverse dans l'entreprise. Je serai là pour le coup très bref pour laisser du temps aux questions. On a organisé des travaux autour de thématiques d'action, donc c'est plus une organisation avec les différents sujets. On a évidemment à tout seigneur, tout honneur, la mise en place de DPO qui va animer l'ensemble du dispositif. Deuxième sujet, c'est de travailler tout ce qui est droit des personnes pour vérifier que contractuels ou au-delà vis-à-vis de nos clients et sont bien au standard de ce règlement européen pour corriger tout ça lettre. Un travail autour du registrement, évidemment, faire un état commencement, c'est-à-dire avoir recensé au bon niveau de maille l'ensemble des traitements qui touchent des données à caractère personnel pour voir comment on les corrige. Des sujets autour de la privacy by design et privacy by design. Merci beaucoup. On va prendre une ou deux questions, mais d'abord j'ai une question à Jean-Pierre Mistral. Vous n'avez pas parlé de DPO. Bonne question. Non, sur le DPO, c'est l'article 39 de mémoire 37, donc j'étais pas loin. Donc, sur le DPO, si vous regardez l'analyse DPO, si vous regardez ce qu'a dit le groupe de travail 29 là-dessus, pour
Pour Gemalto, j'ai une étude là-dessus et on n'a pas besoin de DPO, puisqu'on ne tombe pas, il y a 3 cas et on ne tombe dans aucun des cas. On n'est pas une autorité, un organisme public et on ne fait pas de... comment ça s'appelle on n'exploite pas les données personnelles, elles ne sont pas à nous, on est juste là pour assurer la sécurité. On offre des services cloud, mais on offre la sécurité dessus. C'est le client qui a accès à ces databases, ce n'est pas nous. Et donc nous, on a vraiment l'analyse, c'est qu'on n'a pas besoin de DPO. Je voudrais juste dire un mot parce que j'imagine qu'un certain nombre d'entre vous se posent la question, est-ce que je tombe dedans, est-ce que je ne tombe pas dedans? Au-delà de l'analyse purement juridico-juridique, il faut vraiment que vous vous posiez aussi une question qui est à la fois votre profil de risque. C'est quoi mes vrais risques? C'est quoi les données que je traite? Ça serait quoi l'impact? Est-ce que j'ai vraiment besoin d'avoir quelqu'un en charge ou pas? Et puis deuxièmement, l'impact business, votre profil de risque, votre business profile, et regardez aussi ce qui se passe sur le marché. Qu'est-ce que font vos concurrents? Est-ce que ce n'est pas une opportunité pour moi d'avoir un avantage concurrentiel, d'avoir moi seul sur mon marché un DPO? Ou inversement, mince, tous mes concurrents ont un DPO, il faut vraiment que je m'y mette. Et même si ce n'est pas obligatoire, parce que vous allez au-delà de l'obligation juridique, vous aurez un impératif business. Donc, je vous encourage à intégrer toutes ces questions. Nous, chez Capgemini, on n'a même pas fait l'analyse, je vais vous dire franchement. Au titre de nos BCR, on avait l'obligation d'avoir un DPO en charge de toutes ces questions-là. Donc, on a immédiatement nommé, moi-même, en fait. Voilà. Et s'agissant du groupe Crédit Agricole, à l'exception de quelques filiales un peu spécialisées ou de petite taille du groupe, on a évidemment réalisé une analyse juridique, mais la question a été tranchée très très vite aussi. Le sujet qui est un tout petit peu plus complexe pour décision à l'intérieur d'un groupe, c'est comment est-ce qu'on anime l'ensemble de ces filières de DPO. Le fait qu'on positionne un DPO au sein de chaque entité juridique, la question a été assez vite. Les modalités qu'on est en train de caler, c'est plutôt l'animation générale de la filière. Et puis après, ce qu'on constate aussi par rapport au sujet DPO, donc ça fait partie des points d'échange qui sont intéressants pour nous avec nos pairs et puis avec les autorités de contrôle, c'est quelles compétences on met derrière et puis à quel endroit on le met dans l'organisation pour le préserver de tout risque de conflit d'intérêts et pour lui donner les bonnes manettes pour exercer l'ensemble de ses responsabilités. Alors, est-ce qu'il y a une ou deux questions dans la salle? Pour garder le timing, on ne pourra pas en prendre beaucoup plus, mais est-ce qu'il y en a? Moi, j'ai une question. Est-ce que ça fait 6 ou 8% de vos dépenses, comme dans les startups? Le programme a été fait, j'ai commencé mi-2013, donc le programme de 4 ans qui a été prévu, donc j'arrive au bout. Fin décembre, j'aurai terminé ce programme, et après, je conserverai mon poste d'expert là-dessus, mais bref. Donc, c'est moi tout seul, j'ai fédéré des équipes, donc mon salaire bien sûr, mais mon budget externe à l'utilisation d'un site qui coûtait 5 000 euros par an et l'utilisation des avocats, j'ai dépensé 15 000 $. Désolé pour les cabinets d'avocats, mais j'ai rien dépensé pratiquement. J'ai juste envie de vous dire que je ne suis pas en mesure de répondre à cette question. Pourquoi? Parce que, en fait, moi, je pense que ce n'est pas un programme qui va s'arrêter. C'est-à-dire, il n'y aura pas un jour où on se dira, ça y est, on a fini, on est compliant, on oublie tout, on passe à autre chose, combien ça nous a coûté? En fait, c'est vraiment un programme qui est basé sur un système d'amélioration continue, qui nécessite, en fait, de mettre en place toutes les bonnes mesures, les procédures, les process, les formations, les audits, qui vont permettre, en fait, de démontrer aux régulateurs qu'on sait ce qu'on fait, on sait comment on le fait, où, comment, avec qui, et qu'on est capable d'identifier les non-conformités, parce que ne nous voilons pas la face. Personne ne sera 100% ceinture et bretelles conforme. C'est impossible dans un secteur aussi compliqué que la donnée, qui est par définition diffuse. C'est impossible de tout maîtriser. Donc vraiment, je pense que la façon d'avancer sur ce sujet, c'est déjà de ne pas trop stresser, hein, et encore une fois, de regarder ce qui a été fait plutôt que de regarder ce qui reste à faire. Et encore une fois, le construire comme quelque chose qui va... En fait, on va s'améliorer jour après jour. Et essayer d'oublier un peu la date du 25 mai. Hein.
La Mais CNIL d'ailleurs, nous a dit est-ce que ce serait n'est rien. pas inhérent à la notion même d'accountability? C'est parce que l'accountability, ce n'est pas... On parle souvent de normes, on entend revenir ce terme de normes, et je pense que c'est quelque chose de malheureux, parce que l'accountability n'est absolument pas une norme. L'accountability est une démarche. Donc personne ne sera à un moment précis en position de se dire, voilà, j'ai atteint mon but, et à partir de ce moment-là, je suis compliant et tout va bien. En permanence, il va falloir adopter cette démarche, faire évoluer cette démarche, la contrôler, et je pense qu'on peut se détendre, arrêter de se demander est-ce que je suis compliant ou est-ce que je vais l'être ou est-ce que je ne le suis pas, mais se demander par contre en permanence, mais dans le calme, est-ce que je suis sur la bonne voie? Est-ce que j'avance dans la bonne direction ou est-ce que je me trompe? Et les autorités de contrôle qui le faisaient déjà sur le fondement de la loi de 78 sous le contrôle de la CNIL ici présente, elles viendront voir ce que vous avez fait. Elles ne viendront pas voir où vous en êtes. Soit elles viennent sur un contrôle a priori et elles regardent donc encore plus ce que vous avez fait, mais surtout je pense que l'évolution de cette réforme qui est fondamentale et qui est difficile à intégrer pour les latins, c'est que même quand il y aura quelque chose qui se sera passé, quand on se sera fait prendre avec une fuite, avec une erreur, avec quelque chose, les autorités de contrôle continueront à venir voir comment cela s'est passé. C'est-à-dire qu'on ne sera pas sur l'image du franchissement de la ligne blanche, on sera sur l'image de comment est-ce que vous avez roulé pendant les 800 derniers kilomètres, ou en tout cas depuis que vous êtes parti. Si vous avez franchi la ligne blanche, on va regarder si c'est effectivement un accident, mais que vous aviez tout fait pour l'éviter. Et si par contre, on vous arrête, effectivement, vous rouliez à droite, vous rouliez bien, c'était parfait, mais qu'en réalité, la documentation que vous avez été obligé de réunir, ou pire encore, que vous n'avez pas réunie, la documentation que vous ne êtes pas en mesure de sortir, démontre que vous n'avez pas fait les efforts nécessaires, là, vous serez sanctionné. Donc ça, c'est une opinion, hein, ce n'est pas plus qu'une opinion, mais mon opinion est qu'il faut changer de mentalité et arrêter de voir ça comme une norme. Les normes sont des faux amis parce que les normes sont absolument nécessaires à l'implémentation de l'accountability et surtout les normes de sécurité, mais elles ne sont pas l'accountability. Oui. Peut-être une question. On a dit au moment notamment où le safe harbor est tombé qu'un certain nombre de systèmes qui étaient préconisés, et notamment les BCR, donc je m'adresse plutôt aux grands groupes, que les BCR avaient une fragilité et qu'en réalité ça n'était peut-être pas la solution. Et les BCR ont été mis en place dans les groupes déjà il y a un moment. Est-ce qu'au vu du règlement, est-ce qu'il ne faudrait pas reconsidérer et partir sur une autre voie? C'est aussi peut-être une question à la CNIL. Quelqu'un comme Max Schrems, par exemple, donc les grands activistes qui ont un peu tendance à vouloir faire bouger le système pour la sécurité des données, ont tendance aussi à contester les BCR. Comment vous positionnez sur Alors, cette question? déjà, premièrement, déjà les BCR, attention, hein, ne permettent d'encadrer que les transferts qui sont internes à un groupe. Donc déjà, ils ne règlent pas toute la situation. Deuxièmement, appliquons les grands principes constitutionnels et laissons aux actions engagées par Max Schrems et aux BCR et autres modèles clauses et Privacy Shield la présomption d'innocence. Hein. Tant qu'ils ne sont pas déclarés comme invalides, ils sont encore utilisables. Après, si on arrive à une situation où la Cour de justice nous dit que tous ces instruments ne sont pas valables, d'une part, il va falloir qu'on nous donne des solutions parce que les transferts internationaux ne vont pas s'arrêter du jour au lendemain. D'autre part, il y a peut-être des choses qui sont dans les mains de la Commission européenne qui va peut-être devoir aussi retravailler son dossier avec les autorités concernées et peut-être avoir plus de flexibilité au niveau des décisions d'adéquation qui reste quand même le schéma le plus simple, hein, puisque quand la Commission reconnaît soit qu'un pays ou un secteur d'activité a un niveau de protection qui est équivalent au niveau applicable au sein de l'Union européenne, les transferts peuvent se faire sans besoin d'aucun instrument. Et ça serait vraiment la solution la plus simple pour les entreprises. Mais je ne sais pas si la CNIL a une vision différente. Et le règlement est de toute façon une simplification par rapport à la situation antérieure, puisque avec la situation antérieure,
tous les transferts de données pour les États qui n'étaient pas habilités devaient faire l'objet d'une autorisation par l'autorité compétente. Alors qu'avec le règlement aujourd'hui, effectivement, on a 3 situations. Intra-Europe, avec les pays qui sont validés, et là, il n'y a rien à demander, on est comme dans l'Europe. Mais l'avancée considérable du règlement, c'est que pour les pays qui ne sont pas validés, les entreprises peuvent mettre en place ce qu'elles estiment devoir mettre, on est toujours dans cette même logique d'accountability, et n'ont pas à demander d'autorisation. Par contre, elles peuvent aller voir leur autorité compétente et demander une validation de la méthodologie qu'elles mettent en place, un petit peu comme un rescrit dans le droit fiscal français. Et donc, à ce moment-là, je pense que ça répond à ça. À partir du moment où elles auront obtenu ça, elles seront protégées. Parce que quand Max s'attaque au BCR, il s'attaque aux BCR qui sont proposés par les autorités de contrôle aux entreprises. Il ne s'attaque pas aux entreprises. Et une fois qu'il n'a pas la possibilité d'attaquer directement, s'il veut faire tomber le BCR, alors effectivement, ça impacte l'entreprise après parce que ça la prive du BCR. Et le DPO. Mais petit à petit, ça devrait s'évacuer puisque vous avez la possibilité maintenant de mettre en place vos propres modes de fonctionnement. En tout cas, c'est le but. Après, est-ce qu'ils vont... Encore une fois, est-ce que personne n'applique le règlement aujourd'hui? C'est le 25 mai 2018. Mais le but du texte, dans l'esprit du texte, on verra si l'esprit est respecté ou pas, c'est de simplifier les choses, y compris pour les transferts hors de l'Union européenne. Et il y a deux autres outils aussi qu'on n'a pas mentionnés, qui sont les codes de conduite et les certifications, qui peuvent également servir d'outils de transfert internationaux. Bien, je vous remercie.